Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public et plus précisément pour la conversation avec nos auditeurs présents à l'école alsacienne où dimanche nous avons donc traité ou en tout cas abordé deux sujets. Celui de la situation après le vote de confiance réclamé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et celui de la domination chinoise après la rencontre, le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, si vous voulez bien manifester... il y a une question là, Jules, si tu veux bien... Bonjour, merci pour cette émission passionnante comme d'habitude. Je fais partie de ces humbles Français dont on a aussi un peu parlé. Donc j'ai plein de défauts. Parmi ces défauts, je suis gérontophile. J'aime les personnes âgées, j'apprécie leur contact et puis leur expérience. J'aime aussi les jeunes et je trouve que c'est agréable aussi de travailler avec les jeunes. Et par rapport aux défis qui ont été mis en avant et auxquels, je pense qu'avec une certaine lucidité, on ne peut pas faire autrement que de les voir, y compris le défi écologique. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir des projets de société qui permettent d'associer de manière un peu plus harmonieuse l'expérience des anciens qui ont envie de travailler. Il ne faut jamais avoir été au chômage pour ne pas savoir que travailler, c'est quand même un bonheur, un des plus grands bonheurs de la vie, et associer l'expérience des âgés, l'expérience des jeunes, enfin la jeunesse, quoi, et tous ces atouts aussi, pour relever les défis qui sont devant nous, et que si on arrive à proposer des projets qui soient un peu plus positifs, on arriverait, il me semble, à trouver ces 250 milliards, et on serait tous prêts à y travailler. Voilà, c'est la question que je me pose. À propos de la gérontophilie, il y a une chanson qui dit « Mignonne, allons voir si l'arthrose n'a point d'effet libidineux ». David Jazz. Ah, celle-là, je ne la connaissais pas, mais j'ai trouvé que le désaccord entre Lucille et les trois hommes, ça pourrait être le titre d'un film d'Agnès Varda aussi, mais je vais me séparer un peu des deux autres hommes, parce que je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec Lucille. En tout cas, je cherche une position médiane. Je crois que la classe politique a quand même, parce que oui, mais je vais répondre, vous allez voir, c'est lié. Antoine s'est livré à une je salue la performance, mais il s'est livré à une démarche d'exonération complète de la classe politique de ses responsabilités. Le travail d'un homme ou d'une femme politique, c'est quand même de faire partager des diagnostics, c'est-à-dire de rendre un diagnostic sur l'état d'un pays, d'une société ou sur une situation le plus contagieux possible dans la population. Force est de reconnaître que depuis... il y a des grands politiques comme le général de Gaulle qui ont rendu communicatifs des diagnostics difficiles, celui de l'urgence de la décolonisation, par exemple, ou du changement de nos institutions. Donc c'est pas la première fois que nous traversons une situation difficile. Depuis 40 ans, les responsables politiques ne parlent pas suffisamment et avec suffisamment de clarté des vrais sujets. Donc il y a quand même une responsabilité écrasante des politiques. Ensuite, je ne pense pas que ce soit les gens qui se bercent d'illusions, mais c'est plutôt la façon dont, pour utiliser un terme affreusement, et ça va répondre en partie à votre question technique, ce que les économistes appellent un système global de régulation, c'est-à-dire à la fois un mode de production, comment est organisée notre production, et un mode de distribution, comment on répartit les richesses dans une société. Le problème de ce modèle français d'après-guerre, c'est que l'État est partout. L'État est partout. Tout le monde a besoin de l'État en subvention, par exemple, pour faire prospérer sa petite affaire. Il y a des professions réglementées dans tous les sens. Et vous voyez bien que même les riches, dont on parle beaucoup en ce moment dans le débat public, les grandes entreprises, ont besoin des subventions de l'État, puisque le montant des aides aux entreprises en France est absolument astronomique et incomparable aux autres pays d'Europe. Et donc ce qui est difficile, c'est de dire que nous devons changer de système global de régulation. C'est-à-dire que nous devons repositionner l'État sur un certain nombre de missions sur lesquelles il est attendu et indispensable, et qu'il ne remplit pas bien aujourd'hui. Lucille parlait tout à l'heure de la défaillance d'un certain nombre de services publics, notamment dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, en banlieue. Effectivement, aujourd'hui, on embrasse beaucoup et on étreint très mal. Et dans le même temps, il faut qu'une économie privée puisse à nouveau s'épanouir. Et ça suppose, au lieu de distribuer de l'argent par les fenêtres dans tous les sens,
de concentrer les investissements sur les dépenses d'avenir. Donc le vrai sujet, en fait, c'est de changer de système global de régulation. Et c'est vrai qu'on dit souvent à propos des niches fiscales, dans chaque niche, il y a un chien enragé ou un chien qui aboie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a construit un système dans lequel, en fait, il y a des chiens dans toutes les niches. Et donc, il faut qu'on soit capable de dire, ça va demander beaucoup d'efforts de changer de système de régulation, mais à la fin, tout le monde y gagnera parce qu'on créera beaucoup plus de prospérité et on sera aussi capable de beaucoup mieux traiter les situations de fragilité, les situations de pauvreté et de créer beaucoup plus d'égalité à laquelle nous sommes tous en tant que républicains, et moi plutôt républicain de gauche, attachés. Lucille Schmitt. Oui, je pense que cette question était fondamentalement posée la question d'un projet positif et d'un projet commun à l'ensemble de la société. Qu'on ne soit pas vu seulement comme vieux, et en se posant la question de est-ce que je suis vraiment vieux, qu'on ne soit pas vu vraiment comme jeune en se posant la question de est-ce que je suis vraiment jeune, on s'en fiche en fait. Le sujet, c'est plutôt est-ce qu'on peut imaginer un projet commun à l'ensemble des Français, et même, j'allais dire, à ceux qui vivent sur le territoire français, au-delà du fait d'être français. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, il y a plutôt l'idée de soigner sa clientèle, sauf peut-être du côté du Rassemblement national, parce qu'eux, ils semblent persuadés que l'ensemble de la France, à un moment, enfin en tout cas, qu'ils vont obtenir à un moment ou à un autre la majorité. Et je trouve que c'est aussi anticipé d'une manière beaucoup trop forte par un certain nombre d'autres acteurs politiques, notamment la droite, où on voit bien ce qui se passe sur le champ médiatique. Donc qu'est-ce que pourrait être ce projet commun à l'ensemble des Français ? Je ne vais pas sortir ça tout armé de ma petite tête, mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a un enjeu autour de la pensée de l'avenir et de la question écologique. Et on voit bien d'ailleurs que nous, quand on discute politique, très spontanément, on ne pense pas forcément à l'écologie, comme si d'une certaine manière, parler de politique n'avait pas encore inclus à la fois cette capacité de projection et cette capacité d'imaginer non pas la décroissance, mais en tout cas un modèle économique qui soit différent. Antoine a parlé de cette préoccupation des démocrates de se remettre en selle. Ils le font par une vision technique et anti-écologique. Donc comment est-ce qu'on fait, alors même que les Français, s'ils ont expérimenté quelque chose en termes de réalité cet été, c'était quand même le désastre écologique par rapport à la question de l'érosion, des pluies, de la chaleur, des vagues de canicule, etc., et de notre inadaptation. Donc ce sentiment de déphasage entre monde politique et société et ce que nous vivons, c'est quelque chose de très profond qui appelle, à mon avis, déjà un mouvement sociologique qu'on fasse autrement de la politique, et qui appelle à ce que, je ne sais pas si les partis politiques aujourd'hui sont capables, par exemple, d'avoir une vraie vision économique. Moi, encore une fois, je suis effarée par les propositions qui sont mises sur la table par le Parti socialiste. Son contre-budget n'est pas un véritable contre-budget. Comment est-ce qu'on fait pour que cette responsabilité économique soit adossée à la responsabilité sociale ? C'est le grand sujet qui est devant nous. Mais ça ne sert à rien de se lamenter. Peut-être qu'effectivement, comme disait Antoine, si la politique c'est nous, il faut aussi proposer des contre-projets. Antoine Fouché. Oui, pour prolonger le débat, je pense qu'il ne s'agit pas, ou je pense qu'on s'en sortira pas si on oppose les Français à la classe politique, mais il me semble qu'on n'est pas trop loin peut-être de la vérité si on dit qu'il y a au moins une co-responsabilité. Je pense que c'est pas que la classe politique ou que les Français, bon pardon, c'est un peu de l'eau tiède, mais à un moment donné quand même, l'idée là-dedans, c'est ce qu'a dit Bayrou et qui me semble profondément juste, c'est qu'on ne redressera pas le pays s'il n'y a pas une majorité de Français qui sont prêts à le faire. Et donc il faut créer, comme l'a dit Lucille, proposer un projet politique qui suscite l'adhésion pas de la totalité, mais peut-être d'une majorité, et d'une majorité de Français, pas de partis, mais de Français, et donc derrière de partis, et ça pour l'instant on n'arrive pas à le faire. Pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Peut-être juste deux choses. C'est parce que me semble-t-il, peut-être je suis obsessionnel avec ça, mais l'ampleur de l'effort devant nous est telle qu'il est dissuasif à proposer. Je prends l'exemple de l'éducation. C'est vrai qu'il y a un contraste entre le discours officiel sur l'éducation, l'école française tient à peu près la route, c'est moins pire que ce qu'on dit, etc. Et la réalité vécue au quotidien par la majorité des parents d'élèves et des élèves qui est que non, il y a le sentiment d'année après année que le système ne tient que par l'investissement, la dévotion, presque parfois le sacrifice de certains enseignants dans un système totalement dysfonctionnel. Et donc, pour avoir un projet, me semble-t-il, crédible, il faut dire la vérité sur le diagnostic, ce qui suppose de dire que le boulot n'a pas été fait depuis 40 ans. Donc, c'est compliqué à dire pour tous ceux qui gouvernent depuis 40 ans. Je ne parle pas des autres qui ne gouvernent pas, parce que de toute façon, ils n'ont pas le début d'un commencement de solution, que ce soit la LFI ou le RN. Mais
l'exercice de lucidité est compliqué pour les partis politiques parce qu'il consiste à dire si ça marche pas, par exemple l'école, on n'a pas fait le job depuis 40 ans, donc exercice d'autocritique. Et pour nous, enfin pour les Français et le pays, ça ne marche pas aussi parce que nous avons choisi collectivement de ne pas investir et de ne pas faire la réorganisation de notre système scolaire nécessaire au redressement. Sur l'investissement, on dépense la même chose en pourcentage de PIB pour l'éducation que sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc, alors qu'il y a 2 fois plus d'étudiants, et 3 fois plus d'élèves. Alors, ça va baisser dans les 10 années qui viennent avec les dénatalités. Mais quand même, 7% en 1980, 7% de PIB sur l'éducation, 7% sur les retraites. 2025, 7% de PIB sur l'éducation, 14% sur les retraites. On a fait un choix collectif. Donc, et ça, c'est pas les partis politiques, etc. C'est nous. Et sur l'organisation aussi, avec la décentralisation de l'éducation nationale dont on aurait besoin, l'autonomisation des établissements, etc., etc. Mais tout ça pour dire que le choix, ce redressement-là, me semble-t-il, il se fera que dans un exercice de lucidité qui continuera à reconnaître les erreurs passées des partis et des Français, et c'est là où c'est difficile, et l'effort à faire, qui est encore une fois un effort historique, au sens où on ne le fait qu'une à 2 fois par siècle. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je ne juge pas en termes moralisateurs. Vous avez applaudi la phrase de Lucie tout à l'heure quand elle a livré en pâture les hommes politiques. C'était intéressant parce que c'est quand même une forme d'émissarisation. Moi, je ne pense pas, tout simplement, que le problème fondamental du pays, ce soit l'écart entre ses élus et les électeurs. Il y a des problèmes massifs. Je pense que et les élus et les électeurs sont dans une situation d'extrême difficulté à regarder l'avenir. Vous savez, les élus ne sont pas plus malins que les autres. Ils sont très attentifs à ce que pensent leurs électeurs. Un élu, c'est quelqu'un qui veut être réélu. C'est pas très, très glorieux, mais c'est comme ça. Il attend, il va en circonscription, il écoute ces gens, il revient, il dit voilà, ça va pas, les gens sont pas contents, etc. Ils sont absolument pas coupés des gens, mais absolument pas. Ils sont au contraire hyper branchés sur les gens, beaucoup plus que tout le reste, beaucoup plus que toi, beaucoup plus que nous tous, quand nous avons tous des projets en disant voilà, la France, on va la faire, on dit 3 réformes, etc. Les élus sont pas comme ça, ils écoutent les gens. Et alors, les gens leur reprochent le manque de courage. C'est intéressant cette notion de courage. Ça veut dire que les électeurs reprochent aux élus de trop les écouter. Parce qu'ils reprochent de ne pas prendre leur distance par rapport à ce qu'ils entendent. C'est assez intéressant. Moi, j'y vois quelque chose de très profond chez les électeurs, c'est-à-dire une forme de haine de soi. Je pense que les Français ne sont pas très contents d'eux-mêmes en ce moment, et ils n'ont pas envie de renoncer à un certain nombre d'aspirations, de volontés, et en même temps, quelque part, ils sentent bien que ça ne colle pas. D'où ils disent ça serait bien s'il y avait quelqu'un de courageux, qui que quoi. Je crois qu'il y a là, alors, moi j'en vois plusieurs exemples. Les Gilets jaunes, c'est très intéressant, les Gilets jaunes. C'était un combat totalement négatif. Peut-être justifié par l'insatisfaction des situations, mais on demandait aux gens là, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez remplacer par qui ? Ah ben non, ce qu'on veut c'est qu'ils s'en aillent. Vous voulez remplacer par quoi ? Par quelles idées ? Oh, on n'en sait rien, c'est pas, etc. Ce qu'on veut c'est que ça s'arrête. Bon, c'était une attitude négative. Deuxièmement, moi je crois, si vous voulez, pour être sommaire, que le problème fondamental dans ce pays, c'est quand on a un pays qui a un déficit budgétaire structurel comme il l'a, qui a un déficit commercial comme il l'a, ça veut dire une chose, c'est que ce pays consomme plus qu'il ne produit. On peut détailler les formes de production, mais ça veut dire cela. Face à ce diagnostic que Bayrou a formulé d'ailleurs, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, parce qu'il mélange un peu différents thèmes, ce qui a empêché son opération de se concrétiser d'une façon intelligible pour le corps électoral. Mais quand on passe ce constat, il y a deux solutions. On dit écoutez, on réduit la consommation, ça s'appelle l'austérité. Ou alors on augmente la production, ça s'appelle la volonté. Alors c'est là où je proposais
une motion de synthèse tout à l'heure, la sueur, le sang et les larmes, je crois qu'on peut éviter les larmes et le sang. Mais un peu de sueur, effectivement, un peu d'effort serait tout à fait nécessaire. Or, regardez les 2 combats emblématiques qui ont été menés, les retraites et maintenant les jours de mai. Les retraites, et ce n'est pas ce projet-là, ça a été la même chose du temps du projet Fillon-Woerth. C'était une levée de... Au début, les gens disent, bah oui, c'est peut-être logique, y a la démographie, etc. Et c'est une levée de bouclier. Et la façon, moi je lui en veux beaucoup au secrétaire général de la CFDT de l'époque, la façon dont il a transformé une critique qui était sans doute justifiée, c'était pas la meilleure réforme possible, qu'il a transformé ça en une guerre de civilisation en disant c'est un recul absolu, alors que tout homme de bon sens et toute femme de bon sens sait que on doit travailler plus longtemps à partir du moment où on est dans la situation économique où on est, la situation de santé où on est. Ça a été le mois de mai. Le mois de mai, c'est extraordinaire. Le mois de mai, c'est toutes les analyses montrent que c'est l'effort minimal qui rapporte le plus. Le mois de mai, c'est la désorganisation. Reynaud disait en 1938, fini la semaine des 2 dimanches. Là, le mois de mai, c'est l'année des 2 mois d'août. Bon, on va... Bon, mais c'était simplement... Pourquoi ça a été rejeté ? Parce que c'était la visibilité de l'effort. On voyait là que ce qu'on demandait, c'est un effort limité, hein, d'aller au travail plutôt qu'à l'église où on ne va plus le jour de l'Ascension ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas l'Ascension qui était en cause d'ailleurs, mais peu importe. Mais l'indignation, Monsieur Vauquier a dit il y a 8 jours, il faut quand même oser dire ça. Il a dit « Nous ne voterons pas la confiance si le gouvernement ne retire pas son projet sur le mois de mai. » Comme si c'était le problème fondamental et comme si le fait de demander un effort aux Français était quelque chose qui justifiait le basculement de LR dans l'opposition. Ne nous laissons pas aller à commenter toutes les audaces de M. Vauquier et atterrissons prochainement. Je donne cet exemple-là. Donc je crois que le problème, c'est qu'il faut se regarder soi-même et comprendre. Et moi, je donne cette explication. Je crois que les Français ont un logiciel. Ils attendent de la politique quelque chose que la politique n'est pas aujourd'hui en mesure de leur donner. Elle leur demande des efforts et ils en attendent des gratifications. Et là, il y a un écart extrêmement fort et qu'effectivement, les hommes politiques et les femmes politiques ont été incapables de combler au cours des 20 dernières années. Étienne Klein a publié sur un réseau social, sur X en l'occurrence, cette description par Victor Hugo de l'Assemblée nationale de son temps. Elle est presque entièrement composée d'hommes qui, ne sachant pas parler, ne savent pas écouter. Ils ne savent que dire, ils ne veulent pas se taire. Que faire ? Ils font du bruit. On sent que cette assemblée est d'hier et qu'elle n'a pas de demain. Elle vient de naître et elle va mourir. De là un bizarre amalgame des défauts de l'enfance et des misères de la décrépitude. Elle est puérile et sénile, jamais de hauteur, jamais de profondeur, même dans la colère. Oui. Pas de tempête, des giboulées. Il y a beaucoup à dire sur Victor Hugo parlementaire. Il y a beaucoup à dire sur Victor Hugo parlementaire. Et alors, et si l'évolution... quoi qu'il en soit, on voit par là que c'était mieux avant. David Jess, oui. Brièvement, parce que l'idée, je voudrais quand même assumer un désaccord frontal avec Jean-Louis sur le mois de mai. Non pas qu'on ait besoin de réduire les jours fériés, enfin que ce soit pas pertinent de réduire les jours fériés au mois de mai, mais je pense que ce qui a été mal vécu par les Français, c'est qu'on a l'impression que c'est une ponction supplémentaire sur les actifs qui, tel Atlas portant sur ses épaules la voûte céleste, contribue déjà plus que de raison au financement d'un modèle social qui profite quand même essentiellement à une classe d'âge qui a pu partir à la retraite à 60 ans et qui a un niveau de vie qui est meilleur que la génération des actifs. Cher ami, vous dites la même chose que moi, vous cautionnez absolument mon analyse sur les raisons pour lesquelles les Français ne veulent pas ça. Je suis désolé, mais si ce raisonnement-là est porté, on compromet absolument toute forme de redressement. Les vieux, ils peuvent toucher moins, ça c'est vrai, moi je suis d'ailleurs partisan qui touche moins, mais les vieux ne peuvent pas travailler plus au-delà des 65 ans. Et alors de dire que tout effort est effectivement fait par les actifs, c'est absolument évident. Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas d'accord. Mais... Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci pour vos réflexions. Si tant est que le sujet sur la Chine était sans doute le plus important, je vais me permettre de souligner un paradoxe auprès de notre néofficier de la Légion d'honneur, qui aime les paradoxes visiblement.
Vous nous disiez tout à l'heure que ça n'était surtout pas une crise institutionnelle, vous étiez d'ailleurs tous d'accord là-dessus. Néanmoins, Jean-Louis Bourlanges nous proposait d'avoir un système comme en Allemagne, c'est-à-dire que quand un gouvernement est démis, il faut qu'il y ait derrière une proposition du Parlement pour que un nouveau gouvernement puisse fonctionner. Néanmoins, la particularité de la France et de ses institutions, c'est que le Premier ministre, c'est le fait du prince. Il est nommé par le président de la République. Question. Non, mais je n'avais pas du tout proposé ça. J'ai simplement dit que si on avait un système pareil, M. Bayrou n'aurait pas de souci à se faire, c'est tout. Moi, je crois effectivement que vous avez tout à fait raison. C'est totalement incompatible. La motion de censure constructive, la défiance constructive allemande est totalement incompatible avec notre système institutionnel. Il faut que le système soit entièrement parlementaire pour que ça marche, comme il l'est en République fédérale. Madame. Oui, bonjour, merci pour ces riches discussions. Moi, je reviens au débat juste antérieur par rapport à ce que vous proposez et pour dire que il est évident qu'il faut travailler plus et plus longtemps et que ce sont les actifs qui doivent porter la charge un peu et la solution, quoi. Moi, je trouve que les diagnostics sont partiels et je reviendrai sur ce qui avait été dit. C'est mal expliqué, c'est forcément une dette, c'est mal expliqué, mais les diagnostics sont partiels. Et si on expliquait mieux aux gens à la fois l'origine de la dette et aussi qu'on s'attache à résoudre des problèmes comme la qualité au travail. Je pense que j'ai entendu à un moment donné, quand il y a eu la réforme pour la retraite, un journaliste qui disait « Travaillons aussi sur la qualité au travail ». Si on améliore la qualité au travail, les gens pourront travailler peut-être au mois de mai, les 2 jours supplémentaires, pourront travailler 6 mois de plus parce qu'ils seront bien au travail. Là, on a des problèmes où je pense qu'il y a une déconnexion des hommes politiques par rapport à la population. L'idée de dire on ne travaille pas assez, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça et améliorer d'autres éléments, quoi. Lucille Schmitt. Oui, je trouve que sur la question de la dette, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le terme a envahi l'espace public et on voit bien que ça renvoie à des choses qui ne sont pas strictement financières. Au fond, il y a l'idée qu'on est dans un système inextricable où chacun doit quelque chose à l'autre et ça rejoint un peu ce que disait Jean-Louis Bourlanges sur la façon dont, d'une certaine manière, les politiques perdent en qualité parce qu'ils doivent de plus en plus à leurs électeurs qu'ils écoutent trop. Mais par rapport à ce que vous dites sur le fait du diagnostic partiel, je crois qu'il faudrait aussi dire que quand on prépare l'avenir, et là je ne suis pas d'accord avec ce que disait Antoine sur le fait que pour préparer l'avenir, il faut d'abord réduire la dette financière, sur la question écologique, on a encore 6 ou 7 ans, et sinon, c'est simple, on va tous bouillir sur place. Donc on doit envisager la façon dont on réduit le déficit budgétaire et dont on accepte de porter peut-être je ne sais pas si je veux dire un nouvel endettement, mais en tout cas de réduire moins le déficit budgétaire pour être capable d'investir sur l'éducation et sur l'écologie, par exemple. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je crois que lorsqu'on est jeune aujourd'hui, on est face à un dilemme impossible à résoudre parce qu'on vous dit qu'il faut faire plus d'études, donc ça veut dire que vous commencerez votre vie active plus tard, donc que vous cotiserez pas, et qu'ensuite, mécaniquement, donc vous allez pouvoir prendre votre retraite plus tard. Et donc tout le débat, moi par exemple, j'étais extrêmement déçue dans le contre-budget socialiste, je reviens là-dessus, même si je trouve que la gauche, très souvent, a une capacité, moi aussi je suis de gauche, à critiquer la gauche avec beaucoup d'acrimonie et qu'on devrait plutôt critiquer la droite, mais quand même, j'étais assez déçue qu'ils disent qu'ils allaient revenir complètement sur la réforme des retraites, qui me semble un élément pour le coup de clientèle par rapport au fait de vouloir capter l'électorat des seniors. Sans penser d'ailleurs qu'il existe des seniors qui ont envie de voter pour les jeunes. Donc il y a une façon de nous affilier à nos catégories sociologiques qui est très humiliante lorsqu'on veut raisonner comme personne. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, tout à fait OK sur le diagnostic, mais pourvu que le diagnostic soit nourri non pas par des questions exclusivement financières, mais aussi par une vision de l'avenir, de la question écologique et de la question des relations entre générations. Antoine Fouché. Mais je pense que ce que vous dites va exactement au cœur du problème et peut-être permet d'apporter un complément dans la discussion qui oppose la classe politique et les Français. Parce que s'il y a quand même vraiment un reproche, me semble-t-il, qu'on peut faire à la classe politique, c'est d'être dans l'incapacité de présenter un projet ancré dans le réel, qui du coup, parce qu'il est ancré dans le réel et dans le vécu des gens, peut permettre de tracer une vision à laquelle, même s'il y a de l'effort, l'adhésion est possible. Et je prendrai juste 2 exemples. La première, c'est la réforme des retraites, parce que la dernière, si elle était nécessaire financièrement, elle est ni faite ni à faire, parce qu'elle est absolument injuste et très mal expliquée, et en contradiction absolue avec la première réforme des retraites
prévu dans le premier quinquennat. Donc là, on peut dire oui, les Français ne veulent pas travailler davantage, etc. Mais non. Et c'est là où je prendrais la défense de Laurent Berger. Parce que ce projet-là, il était ni fait ni à faire. De demander aux gens qui travaillent déjà plus que les autres parce qu'ils travaillent avant, qui ont fait moins d'études, donc qui en général ont un salaire moins important, de travailler plus que nous tous, c'est absolument inaudible. Et je pense que j'aurais été dans cette situation-là, j'aurais moi aussi manifesté, même si peut-être si j'avais été parlementaire pour des raisons financières, j'aurais peut-être voté la réforme, parce que financièrement, oui, elle allait dans le bon sens, mais je veux dire, là, il y a une responsabilité là pour le coup de la classe politique de ne pas avoir réussi à proposer une réforme qui va dans le bon sens, qui est que nous devons travailler plus, mais qui est ancrée dans le quotidien, donc qui prend en compte le quotidien du travail, la qualité du travail, le fait qu'il y en a qui bossent à 16 ans, d'autres à 20, 23, etc. Exemple, le Danemark. Le Danemark, il y a 6 ans d'écart dans l'âge légal en fonction de la profession que vous avez exercée. Voilà. Et le deuxième exemple, très rapidement, c'est la transition énergétique, mais je pense que écologique. Je pense qu'énergétique, c'est encore plus compliqué qu'écologique, mais là, c'est vrai qu'il faut entraîner la France et les Français là-dedans, mais il y a la question de la justice sociale, c'est-à-dire que les efforts doivent être partagés de façon équitable. Et là, même si c'est désagréable à dire ou un peu démagogique, évidemment que les efforts ne peuvent pas être les mêmes en fonction du niveau de revenu, parce qu'il y a une corrélation entre le niveau de revenu et l'empreinte carbone. Voilà, donc ça veut dire que les riches doivent faire plus d'efforts que les pauvres. Donc, première chose, et ça, me semble-t-il, c'est pas populaire, mais on l'a pas, me semble-t-il, porté de façon aussi claire. Et la deuxième chose, c'est de dire aussi la vérité aux Français qu'il faut faire ça, non pas parce que sinon on va bouillir, parce que, en fait, même si la France fait son job sur la transition énergétique, si les autres pays du monde ne le font pas, ça changera rien. Rien du tout. L'Hérault continuera de brûler si nous, on réduit notre empreinte carbone à 0, mais qu'il n'y a pas de décarbonation dans le reste du monde. Et donc là aussi, dire la vérité, il faut la faire pour apporter notre contribution à la transition énergétique, pour être exemplaire vis-à-vis du reste du monde, mais la France et la transition énergétique française ne va pas sauver la planète. Ça, c'est pas vrai. Monsieur. Si on arrive à identifier quel est le problème originel de tous les problèmes qu'on peut avoir, on en revient d'une manière un peu consensuelle. Toujours, on ne travaille plus assez en France. Okay, pour essayer de faire court. Et donc je me demande, il y a deux manières d'aborder le sujet, c'est soit de se dire à quel moment et pourquoi il y a une telle désaffection du travail depuis 40 ans, disons depuis 81, ou accentuée en tout cas. Au hasard, oui, non, je prends une année, parce que voilà. Donc pourquoi est-ce que le travail est devenu, on a développé une certaine hostilité vis-à-vis du travail? La première chose, donc, c'est essayer de trouver les causes racines. Et l'autre angle, c'est de se dire, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui pourraient le plus modifier ça chez les plus jeunes générations ou les classes actives? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est l'éducation nationale qui doit remettre le travail professionnel au centre de son activité? Est-ce que ce sont les entrepreneurs, les directeurs, les dirigeants d'entreprise qui doivent redonner du sens au travail pour redonner envie, en fait, et amoindrir peut-être la quantité d'arrêt maladie et l'envie de partir à la retraite dès demain? Donc, est-ce que c'est, je ne sais pas, quels sont les éléments de fond qui pourraient permettre de changer cette hostilité vis-à-vis du travail chez les Français et qui permettrait du coup de voter ou d'entendre un discours politique qui soit plus d'austérité ou plus volontaire? En une réponse un peu instinctive, je reprendrai la phrase de Marcello Mastroianni dans Une journée particulière, quand il dit « ça n'est pas le locataire du 6e qui est contre le fascisme », vous vous souvenez qu'il est persécuté par les fascistes parce qu'il est homosexuel, c'est le fascisme qui est contre le locataire du 6e. Et je pense que pour le travail, c'est une forme de réponse qui peut être très juste. Je suis frappé en discutant avec des gens qui sont entrés récemment dans le monde du travail, y compris essentiellement, puisque c'est essentiellement ceux que je connais, qui sont pourvus de diplômes et qui peuvent prétendre à des salaires convenables. Je suis frappé de la manière dont les uns et les autres rapportent la façon dont ils sont considérés, intéressés au contenu de leur travail, pas seulement à sa rémunération. Et j'ai récemment déjeuné avec un ami vieux gaulliste, vieux gaulliste qui a 7 enfants, si je me souviens bien, et qui me demandait si j'étais toujours parisien, on ne se voit pas très souvent, si j'étais toujours parisien ou si, comme tous les gens, beaucoup de gens de mon âge, j'avais renoncé à habiter à Paris et je m'étais installé dans ma province d'origine ou dans une province d'origine que je me serais inventée.
Et je lui ai dit non, je suis toujours à Paris, mais quoique j'ai un peu de mal à voir ce qu'il y a de commun entre moi et une population qui élit au premier tour Émeric Caron, Daniel Obono, Neville Simonet, Madame Rousseau, etc. Et il m'a regardé, il m'a dit mais ce sont mes enfants. Comment sont tes enfants ? Je dis oui, ce sont mes enfants. Mes enfants, ils ont tous fait de bonnes études. Aucun n'a fait d'études remarquables. Il y en a pas un qui est sorti dans la botte de Polytechnique, un autre qui est normalien agrégé d'histoire, mais ils ont tous fait de bonnes études. Ils ont des métiers qu'on appelle le cadre supérieur avec des salaires. Des salaires qui sont de bons salaires, vus surtout de la province, et sont même de très bons salaires, sauf que ce sont des salaires qui ne permettent pas de se loger, sauf en colocation, qui ne permettent pas de s'installer si on est de jeunes mariés, encore moins avec un enfant, et que dans leur métier, certes, ils ont des salaires de cadre supérieur, mais ils n'ont pas de responsabilité. En tout cas, ils ne sont pas associés aux responsabilités, ils ne sont pas associés aux décisions, ce sont des cadres supérieurs d'exécution. Et ils se vengent. Ils se vengent en votant pour LFI. Et je dois dire que ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me suis dit qu'aux prochaines élections, il y a beaucoup de gens dont le rapport au travail est un rapport qui va les conduire à essayer de se venger de cette manière. J'oubliais aussi les médias comme étant un des facteurs qui peut orienter aussi. Il suffit d'écouter souvent France Inter le matin pour se dire le travail n'est pas forcément valorisé en fait aussi par les médias. Je ne m'afflige. David Jays. Bon, je préfère écouter France Inter que CNews, mais moi, franchement, c'est pas une audace formidable de ta part. Là, tu gagnes assez vite là-dessus. Je salue votre désir très platonicien de remonter au premier principe. Je ne crois pas que le sujet soit le travail et je ne crois pas non plus que le sujet soit la dette. Tout ça, c'est des symptômes. Moi, je crois vraiment, pardon de me répéter, mais c'est extrêmement important. Le sujet, c'est qu'on avait un modèle social qui était financé après 1945 par des salariés cotisants. Que ces salariés cotisants, ils se sont réduits proportionnellement dans la société française pour deux raisons. D'abord, pour la raison démographique. Le vieillissement est une réalité mondiale. Il n'y a que l'Afrique qui n'est pas concernée, elle va finir par l'être. Donc il y a plus de vieux, moins de jeunes. Donc moins de salariés cotisants par rapport au stock total de la population. À quoi on ajoute effectivement à partir de 1980 des réformes qui ont consisté à allonger les études, réduire la durée de travail à la fois hebdomadaire et sur le cycle de vie. Et donc tout ça fait qu'on a de moins en moins de gens qui contribuent au système et un système qui, lui, continue à croître. Tout ça accroît la différence entre les deux, ça accroît la dette, et cette dette, parce qu'il faut la financer, il faut la payer, ça finit par peser encore plus sur l'assiette de production, et donc on a un système complètement fou dans lequel l'assiette de production ne cesse de se réduire, à la fois par la démographie et par les réformes, et les engagements financiers liés au modèle social ne cessent d'augmenter. Le sujet, c'est l'adéquation entre les deux. Donc il faut réinventer... C'est ce que j'ai dit. Oui, et le terme est un peu... Mais Mais on n'est pas en désaccord. Le terme est un peu technique, mais il faut réinventer un système de régulation. C'est-à-dire, quel mode de production pour quel mode de distribution. Et là où je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une responsabilité depuis 40 ans de la classe politique à ne pas avoir su exposer ces choses-là de la manière la plus claire. Pour moi, le sujet n'est pas qu'on travaille pas assez, le sujet n'est pas qu'on est endetté, le sujet, c'est le système de régulation que nous avons choisi en France et qui n'est pas bon. Lucille Schmitt. Oui, en deux mots, et peut-être de manière un peu moins économique, moi j'ai le sentiment, quand je discute avec mes enfants, des jeunes générations, que leur relation au travail est assez différente de la mienne. D'abord parce que, comme le disait Philippe, il y a la question du salariat et de la rémunération, il y a aussi la question du sens du travail. Et c'est ce que la CFDT avait essayé d'ailleurs de mettre en avant, qui était cette perte de sens. Et dans un monde plus instable, le fait de se dire, au fond, est-ce que je suis utile ? Est-ce que j'arrive à servir à quelque chose ? Je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Et que la déception est souvent très forte. Et que du coup, on ne projette plus forcément dans le travail ce que je projetais moi, qui est au fond... très bien, ça va être confortable, et puis je mettrai mes aspirations ailleurs. Vous savez, on est un pays dans lequel il y a beaucoup de bénévolat, par exemple, beaucoup d'actions associatives. Et puis, du coup, la question d'envisager les choses hors du salariat me semble aussi quelque chose d'assez puissant. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé leur entreprise à cette table, mais je pense qu'il y a un sujet sur, au fond, la mobilité. Est-ce que je ne vais pas me laisser le choix longtemps ? Et donc, cette question d'imaginer le travail collectivement est plus compliquée. Et je terminerai en disant que ça veut dire que ni le MEDEF, ni les syndicats, ni les partis politiques n'arrivent à représenter cette espèce d'émiettement et cette aspiration à être plus utile, mais aucun ne propose de solution adaptée de façon fonctionnelle. Monsieur. Oui, moi je voudrais poser une question à Jean-Louis Bourlanges.
à propos d'un commentaire qu'a fait un de ses collègues de la Cour des comptes, M. Ekal, qui est un des spécialistes de l'identification des origines de la dette et qui, évidemment, explique que la situation est dramatique en donnant des chiffres peut-être un peu plus clairs que le Premier ministre. Mais au-delà de ça, il s'est exprimé en disant que peut-être que l'une des solutions, alors qu'il a toujours été jacobin et décentralisateur, c'était peut-être une fenêtre d'opportunité, ce qui nous arrivait, pour se rapprocher du modèle allemand de décentralisation. Au fond, c'est vrai que l'État, qu'on le dise différemment de ce que je veux dire, c'est quand même une réalité, s'est effondré, l'État centralisé depuis quelques années. Est-ce que ce n'est pas le moment de se diriger vers plus de pouvoir de délégation au niveau décentralisé? On a bien sûr, depuis les lois de fer, on s'est essayé à décentraliser la France, mais on sent toujours qu'il y a quand même une arrière-pensée nationale qui fait que le pouvoir est toujours étatisé. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à décentraliser ce qui serait à la frontière du régalien? Je pense à la santé, je pense à l'éducation nationale, je pense à l'université, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Le système allemand, ce qu'il disait et qui m'a beaucoup étonné, c'est que les Länder ne sont pas fiscalisés. C'est l'État qui négocie, l'État central qui négocie avec chaque Länder un budget à partir duquel les Länder mettent des politiques publiques en place. Et donc, est-ce que c'est pas ça dont il faut, je dirais, se diriger, s'inspirer? Ça aurait un avantage politique, c'est que les extrêmes en France, les extrêmes politiques des deux côtés, sont très peu représentés dans les régions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que je comprends très bien, j'ai beaucoup travaillé avec François Ekal. Si vous subordonnez le rétablissement des équilibres financiers et budgétaires à une réforme de l'ampleur que souhaite François Ekal et que vous évoquez ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que vraiment, c'est d'ailleurs l'un des problèmes qu'on a pour un homme politique ou pour une femme politique, c'est ce qu'on appelle maintenant d'un mot un peu bizarre, la temporalité. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté, vous devez prendre des mesures rapides. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'augmenter les impôts que de réduire les dépenses, parce que les dépenses, ça demande un travail extrêmement fin. Regardez ce qu'a fait Mélanie. Je reviens à la décentralisation. Ce qu'a fait Mélanie, qui est totalement plébiscité par le FMI, elle a pris les mesures les plus bêtes et méchantes qu'on puisse imaginer. Elle a taxé un petit peu les entreprises, elle a augmenté la TVA, elle a fait que des mesures extrêmement bas de gamme. Elle en a fait beaucoup. Elle a été effectivement très aidée par le fait que les Italiens avaient très bien négocié le soutien de Bruxelles dans le cadre du plan l'investissement économique de Bruxelles, mais c'était quelque chose d'ultra classique. Si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on s'engage sur une voie comme celle que décrit François Ekal. Je pense que vous mettez vraiment la France en guerre civile. Si vous dites que maintenant l'éducation ne sera pas nationale, mais régionale ou départementale, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a dit les départements, les régions et les communes payent les bâtiments, le matériel, etc. Alors, ils ont donc une petite entrée sur le fait d'ouvrir ou pas telle ou telle discipline, mais en réalité, le système reste totalement national. Le projet de Gaulle était très très ambigu, très compliqué, mal rédigé d'ailleurs le projet que M. Jeannet, qui a pourtant beaucoup de talent par ailleurs, a proposé au référendum de 69. Ça, on ne change pas une société centralisée comme la nôtre en 2 coups de cuillère à peau. Ça, c'est clair. En revanche, la proposition de Ekal pose... Il y a deux points sur lesquels on devrait insister, qui sont d'ailleurs conformes à sa préoccupation financière, qui est d'abord la spécialisation. L'un des problèmes qu'on a, c'est les financements croisés, qui sont une véritable école d'irresponsabilité. Moi, je vois très bien, dans ma commune, le maire regarde, il dit, si on fait ça, on dépensera 10 000 €, mais on aura telle subvention de l'interco, du département, etc., on aurait le tort de s'en priver.
Bon, et ça, alors le conseiller municipal dit, mais ça sert vraiment à quelque chose? Oui, les gens seront contents. Bon, c'est absolument pas comme ça qu'on peut prendre les décisions. Ça, c'est le principe de la compétence générale de chaque collectivité. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des compétences dans lesquelles vraiment l'essentiel du financement soit assuré par une collectivité, la collectivité bénéficiaire apportant effectivement une contribution complémentaire mais très limitée. Il y aurait donc une responsabilisation. Ça, moi, je crois qu'il faut travailler dans ce sens. La proposition de Ekal sur le plan fiscal à laquelle vous faites allusion est très intéressante. C'est vrai que les Allemands n'ont pas d'impôts locaux. C'est l'impôt national qui est réparti selon, on fait un peu ça avec la DGF, etc., selon des critères qui sont déterminés, et on donne un paquet d'argent à la collectivité en question, et à elle de faire ce qu'elle entend faire avec cet argent. Donc il y a une déconnexion totale entre le prélèvement fiscal et la dépense, ce qui effectivement permet une assez grande équité fiscale. Parce que le potentiel fiscal de chaque commune n'est pas le même. Quand vous avez une commune ouvrière avec des gens qui n'ont pas d'argent, etc., les besoins sont là, et vous avez une commune comme Neuilly, où effectivement, ça ruisselle, ça déborde. Bon. Donc là, ça évite cet inconvénient. Alors, on pourrait envisager ça, c'est contraire à la Constitution. Ce qui pose un problème. La Constitution, le Conseil constitutionnel interprète la Constitution, le principe de libre administration par les collectivités locales, comme un pouvoir fiscal. Il faut qu'elle ait un pouvoir fiscal. Alors, on peut changer la Constitution, hein. Si, à peu près. Non. Parce que l'autonomie financière des collectivités... Par exemple, aujourd'hui, les régions, elles ont quasiment plus de ressources propres. On transfère de la TVA aux régions et le Conseil constitutionnel, dans une de ses jurisprudences, considère que ça contribue que ça participe de l'autonomie financière. C'est pas une autonomie fiscale, c'est une autonomie financière. Je ne suis pas au courant de cette dernière jurisprudence, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne direction à prendre que celle que propose François Ekal. Je vous remercie. L'heure a sonné d'aller nous occuper de mettre le poulet dans le four. Je remercie Christian Saury qui a assuré cet enregistrement. Je remercie l'école alsacienne et je remercie Jules Plassard qui, pour sa première sortie, a manifesté une capacité à transporter le micro tout à fait au-delà de nos espérances. Merci et je vous donne rendez-vous dimanche pour notre prochaine émission d'analyse de l'actualité et mercredi prochain pour ce mercredi dans 8 jours, puisque ce que nous venons d'enregistrer et diffuser mercredi, pour la première de nos badas de la 9e saison. Merci.